J'ai grandi dans une culture d'arriver en demi-finale, c'est pas mal. Je suis en 82. Je crois que j'ai perdu en quart de finale cette année-là. On a perdu en finale de la Coupe Davis. C'est déjà pas mal. L'année suivante, en 1983, Yannick Noah arrive à Paris avec un seul objectif, gagner Roland-Garros. Il se prépare dans le plus grand secret avec son entraîneur Patrice Agelauer à Melun, au club de La Rochette. Bienvenue dans le podcast Yannick Noah entre vous et moi. Entre vous et moi. Un podcast européen, une saga exceptionnelle en 10 épisodes. Salut à tous, nous sommes à Étoudi, dans le lieu-dit Village Noah. Épisode 6, Roland-Garros à la conquête du Graal. Là où j'ai vraiment réalisé, où ça a tout résumé, le sentiment que j'étais, c'est qu'on joue en quart de finale contre la Tchécoslovaquie à Roland-Garros en 82. Et la Tchécoslovaquie, c'est très fort. Il y a Thomas Schmid, Pavel Slozil en double, Ivan Lendl, on joue à Roland-Garros. C'était une des premières fois qu'on jouait un gros match sur le central de Coupe Davis. On joue le vendredi, mais le jeudi, il y a la demi-finale de la Coupe du Monde. Et on perd un match imperdable. Imperdable. Contre les Allemands. On mène 3-1. On est plus fort qu'eux. Ils nous font des trucs à la tête, je te blesse et machin, et on perd. Et le lendemain, je te parle pas de perdre, on peut perdre. Le lendemain, l'équipe qui est la Bible, on lit l'équipe tous les jours. Le lendemain de la défaite, c'est marqué formidable ou extraordinaire, un truc comme ça. En gros, c'était extraordinaire. Et là, ça a coupé un truc en moi par rapport à la vision de l'entourage du sport français. Et moi, j'ai dit non, alors moi, je suis pas formidable si je perds en demi. Et je vais lutter contre ces gens-là. 83, je pensais que je pouvais gagner. Je pensais que c'était possible. Je pensais que je faisais partie des 2-3 qui pouvaient gagner. En 82, je fais partie des 10. Avant, je t'en parle pas. Mais là, je me dis, c'est possible. Et moi, j'ai un mec à côté de moi qui s'appelle Patrice Agelauer. Et on est dans une osmose, tous les deux, humaine. Il m'entraîne depuis quelques années. Et là, on se dit, on peut le faire. On peut le faire, le truc. On va essayer. Mais on va essayer en se disant, on essaye un truc, mais pour aller chercher le Graal. C'est pas un tournoi comme un autre. On a tous fait des stages à Roland. J'ai fait championnat de France minime. J'ai gagné mon premier titre en France, championnat de France minime à Roland. Je connais Grignard. Grignard. Tu connais pas Grignard? Grignard, le jardinier. Je connais le jardinier de Roland, moi. Je connais ses enfants. Je connais Titi, moi, son fils. Je connais Mabrouk, le couscous avec Mabrouk le vendredi, quand on savait pas quoi bouffer. Mais par-dessus tout ce côté affectif du lieu, le truc, à chaque fois, on va nous voir les matchs et on paume. On gagne jamais. On n'a pas le truc dans la salle des trophées, des photos, dans les vestiaires, dans nos salles d'entraînement, d'un des nôtres qui a le trophée de Roland. Et nous, on se dit, on va le faire, nous, ça. Et quand on joue à Roland, on est porté par ce truc-là. On va gagner, mais... Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui te porte? Bien sûr, t'es seul à La Rochette. Mais tu te dis, mais putain, si on gagne, mais ça va être le feu. Mais ça va être... Mais ils vont tous mourir de joie. Et on peut faire ça. Je vais être celui-là. Je vais être celui-là. Je rêve de ça. On s'est donc fixé cet objectif. Voilà, hein, c'est 3 mois. Hein. Donc pendant 3 mois, c'est tous les jours. Il va y avoir une étape pour y arriver.
On a fait 1 mois et demi à Monte-Carlo. J'ai merdé. Je suis sorti la veille d'un match que je pensais facile. J'ai voulu me faire une petite dernière sortie vite fait. J'ai foiré, complet, bien dans ma gueule. Là, je me suis bien pris un coup dans la gueule. Je me suis pris un savon par Agel. On est reparti. 2 plus belles. C'est-à-dire que la marche que j'ai ratée, celle d'après, je l'ai sautée 3 par 3. J'allais faire des matchs et j'allais courir 10 bornes après les matchs. C'est-à-dire que là, non. Alors là, je veux dire un truc, je mets tout. Donc, on sait ce qu'on doit faire pour arriver à Roland à 100%. Pas 95. 95, c'est finale. Ou demi. Ou non, 95, je perds en quart. Non, c'est 100%. Au cours de la conférence de presse qui a suivi le tirage au sort, un confrère américain lui a posé une question. Qu'est-ce qui vous fait peur chez Yannick Noah? Réponse de McEnroe, sa nouvelle coiffure. Les poignets Rasta, je les ai mis à la finale à Coups Davis. Et la première fois que j'ai mis ça, c'était à Aix-en-Provence contre la Nouvelle-Zélande, en demi-finale. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé en demi-finale. La Nouvelle-Zélande sur terre battue, on allait les massacrer, c'était sûr. Mais une semaine avant, ma sœur se marie avec Patrick Proisy. Et donc, comme je suis témoin, et que le mariage se passe chez moi, je me dis, dans mon esprit de gamin de 22 ans, en Ferrari, machin, je dis, la blague, déjà mettre un costard, pour moi, c'était un projet. Donc, tant qu'à mettre un costard, je vais me déguiser. Donc, je vais rue Saint-Maur, à Belleville, et je vais me faire mettre des fausses rastas, des dreads, des trucs en laine, en fait. Et je mets ça, je m'achète des fausses lunettes de vue, et je me fais un espèce de look complètement farfelu, où j'ai un costard, des lunettes et des dreadlocks. Il se marie le dimanche, sauf que moi, le lendemain matin, je pars au rassemblement de l'équipe de France. Mais pour enlever le bordel, ça prend du temps, j'ai pas le temps. Donc j'arrive à l'aéroport comme ça. Et j'arrive à l'entraînement, j'ai toujours pas le temps, je m'entraîne. Et le lendemain, je vois, je sais plus, c'est quoi, dans la Provence, Yannick Noah s'est fait une coiffure. Bon, alors, ils connaissaient pas les dreadlocks, ils ont appelé ça une coiffure rasta. Une coiffure rasta pour rappeler ses origines africaines. Je dis, tiens, ça, j'aime bien le plan. Ça, je trouve ça très marrant. D'autant plus qu'à côté de l'hôtel où on était, il y avait un espèce de rastaquaire et ils vendaient des poignets. Et je dis, attends, je vais aller plus loin. Je vais me déguiser en Bob Marley pour la demi-finale. Et c'est parti de là. Buffalo soldier, dreadlock rasta. Buffalo soldier, in the heart of America, stolen from Africa, brought to America. Pour la première fois, je dis putain, j'ai un look à moi en plus. Et c'est parti de là, j'ai fait la demi-finale, on a fait la finale, et j'ai gardé ça jusqu'à Roland, où c'était devenu mon look. To me it make a lot of sense. Half a dreadlock rasta was a buffalo soldier. Yeah. Pour gagner un tournoi du Grand Chelem, il faut gagner 7 matchs sur 15 jours, en 5-7. Tu joues un jour sur 2. Des fois, il pleut. Et ça, c'est un peu emmerdant parce que pour peu que tu aies fait un long match, tu peux jouer 2 matchs de suite en 5-7. Physiquement, c'est lourd. L'idée, quand tu commences un tournoi du Grand Chelem avec l'ambition qu'on avait avec Patrice à ce moment-là, à un jour du tournoi, on a vu le tirage au sort. On va pas dire on va gagner les matchs facilement, mais en tout cas, on reste concentré, quelle que soit l'évolution du match, pour essayer de jouer rapidement. Premier tour, je joue Anders Jarry. Anders Jarry, bon joueur. Plutôt bon joueur de double, mais un joueur qui peut être dangereux. Je suis en forme. À ce moment-là, il n'a pas forcément des très bons résultats. Je joue sur le 1, l'époque, le court qui a disparu depuis. C'est devenu un jardin. J'aimais bien le 1, moi, parce que le 1, quand tu passais avenue Suzanne Lenglen, ils avaient mis tout autour du 1 le palmarès. Et il se trouve que 83, c'était marqué Chris Evert, Yannick Noah. Donc quand je passais, de temps en temps,
pour aller voir Charvet ou aller au Parc des Princes, j'aimais bien voir mon nom, tu sais, c'est bizarre, hein. Je pense que je ne suis pas passé une fois sans regarder si j'étais toujours là. Tu vois pas qu'il y a un enfoiré qui m'est effacé? Non, non, j'étais toujours là. C'était sur la rue, en fait. Donc je joue Anders Jarrid sur le court et je gagne très facilement. Un match facile. Je joue bien, je suis en forme, mais il fait un non-match. Match facile. Deuxième tour, je joue Victor Pecci. Victor Pecci, là, c'est un match un peu particulier parce que Victor Pecci, n'oublie pas que là, moi, j'ai un look de rockstar, que j'ai fait Mariti et Gilbert Carpentier quelques mois avant, où là, je suis en mode chanteur. Donc là, ce truc-là me donne une confiance en moi, un peu rockstar. Et dans l'univers du tennis, où ils sont tous un peu clean cut, les tenues blanches, parfait, nickel, j'aime bien d'avoir cette place du métissé rastaquaire avec mon truc. J'avais un bon look, quoi. Le problème, c'est Pecci, c'était le playboy du moment, quoi. Pecci, quand il gagne, quand il arrive en finale de Roland-Garros, ben, je pense pas qu'il y a une meuf en France qui a pas envie de se le pécho, quoi. Et donc, moi, je joue contre Pecci. Donc, moi, il prend un peu cet espace quand on rentre sur le court, mais c'est pas le joueur qu'il était. Et je fais un bon match et je gagne, je crois, en 3-7. Le match d'après, je joue contre Pat Dupré. Pat Dupré débarque sur le court, un Américain, pas bon joueur, mais un gars qui est plutôt un bon stratège. Il jouait pas bien, mais il faisait mal jouer. Et ça n'a pas raté. Il me fait mal jouer et je gagne un match en 3-7, mais un match qui aurait pu vraiment mal tourner. Mais ce qui m'énerve en plus, c'est que moi, j'étais très content de ma tenue du coq sportif. On peut faire de la pub, hein. Parce qu'elle avait elle était belle, cette tenue. C'était tout blanc avec le haut jaune. Ça pouvait être le haut rouge. Et là, j'avais décidé de mettre le haut jaune. Et Dupré met la même que moi. Il met la même tenue que moi. Donc, si tu veux, le côté, bon, ben, c'est moi le plus beau. Déjà, il m'a cassé le truc parce qu'il avait la même tenue. Mais je gagne ce match difficile. Après, je joue John Alexander. Et là, je gagne facilement. Il a un bon jeu. Je ne sais pas comment il arrive jusqu'en 8e. Il a dû faire des bons matchs. Mais bon, c'est pas un joueur de terre battue. Il est assez lent. Et je me régale. Et donc, je passe la première semaine où j'ai pas perdu de set. Donc ça, c'est bien. Donc, je suis frais. J'ai pas puisé dans mes ressources physiques. Et là, je fais mon premier gros test. Je joue Lendl en quart. C'est à la campagne, dans l'Essonne, près de Milly-la-Forêt, en compagnie de quelques amis et de sa jeune fiancée américaine, que Yannick Noah a préparé son quart de finale. Il a beaucoup dormi afin d'emmagasiner des forces et de se détendre. À son programme, seulement 2 heures d'entraînement en dilettante avec son entraîneur Patrice Agelower. Lendl, on se connaît depuis qu'on a 14 ans. Pour battre Ivan Lendl, Yannick Noah doit faire le compte de ses qualités. Ses qualités, c'est d'être aussi bien physiquement qu'en première semaine, aussi serein et aussi confiant qu'en première semaine, mais également mieux servir qu'il ne l'a fait en première semaine. Il était numéro 1 en Europe, j'étais numéro 2. Des fois, j'étais numéro 1, il était numéro 2. C'était, Lendl à l'époque, 83, c'est le joueur. Je devrais être comme Lendl parce que lui, il est sérieux et moi, je suis un guignol. Donc, c'est la France, mais ça m'énerve. Et à ce moment-là, c'est plutôt bien de m'énerver parce que ce problème devient mon opportunité parce que ça me motive et j'aimais beaucoup jouer Lendl. Pour cette raison. J'avais rien de particulier contre lui, sauf qu'il y avait cette espèce de truc créé comme quoi lui, c'est le mec parfait et moi, je suis le guignol. Enfin, pas le guignol des boîtes de nuit. Hein. En boîte de nuit, j'étais largement au-dessus de lui. Là. Laisse tomber. Voilà, il pécho rien du tout par rapport à moi. Je peux dire un truc, j'avais rien à lui envier. Donc, il y avait un petit peu de ça, tu vois. Je déconne. Mais il y avait un peu de ça. Et je joue et je gagne 1-7, 2-7, 5-3 au 3e, balle de match. Il fait il joue des petits coups de bluff comme ça. Ça passe. Je perds le set après avoir eu des balles de match. Et là, l'ambiance de mon stade, de mon pays.
Oh, une tension, une crispation. Alors déjà, moi, j'étais au bout de ma vie. Hein. J'avais 2 balles de demi-finale. Je me retrouve au 4e set et dans une ambiance pourrie. Tu sais, nos équipes, quand elles commencent à moins bien jouer et que le stade commence à ou les siffler, tu vois, ou les huer même des fois. Tu vois, bon, ça allait pas jusque-là, mais une ambiance comme ça. Et heureusement, je gagne le premier jeu du 4e set et je lui mets 6-0 au 4e. Là-dessus, je joue contre Vasselin, qui est mon pote de promotion. Christophe, c'est parti des espoirs du tennis à l'époque. Il arrive en demi-finale dans un parcours incroyable. Et c'est surtout qu'il m'ouvre le tableau parce qu'il bat Connors, que je détestais jouer. Et là, je joue Christophe. Et donc, pour moi, jouer Christophe, c'était une embellie, quoi. Franchement, c'était une embellie, d'autant qu'il avait fait un match compliqué. Il joue en 8e de finale contre Luna. Il fait un match en 5-7. Il joue Guntart, il joue en 5-7. Il joue Connors, il joue un match de malade. Et entre les 2 matchs, dès que j'ouvre la télé, je le vois en train de faire des interviews chez lui, sur le court et tout. Je dis, mais il va arriver, il va être vidé. Moi, j'étais à la Rochette, tranquille, en train de me charger d'énergie. Donc, je joue contre lui. Moi, je fais un très bon match et lui, il fait un non-match. Donc, le score n'a aucune importance parce que ça reflète pas du tout le match qu'on aurait pu faire, quoi. Mais bon, je suis en finale et de toute façon, moi, dans l'état dans lequel je suis, je perds pas contre un Français en demi à Roland. Voilà, j'ai pas fait tout ça pour perdre contre un Français. Vous venez d'écouter Yannick Noah, Entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1. Dans l'épisode suivant... J'ai joué qu'une finale dans ma vie. Et le samedi soir, je la perds. Dans mon rêve. Et je peux te dire, quand je me suis réveillé, mon corps, mon esprit, parce que c'est le corps, c'est l'esprit qui gère tout le reste, mon esprit, il était dans la tombe. Yannick Noah, Entre vous et moi. Entre vous et moi. Production Europe 1 Studio, Sébastien Guyot. Réalisation et direction artistique, Xavier Joly. Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée.